Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule du chapitre 10 sur les champs quasi-statiques en PHS 1102. Donc cette capsule-ci va porter sur un exemple résolu sur la troisième équation de Maxwell et les courants de Foucault. Donc on va regarder ensemble la puissance dissipée dans le noyau d'un solénoïde. Vous avez ici le schéma du solénoïde en question. Ici, voilà, j'ai mon pointeur laser. Donc on a notre solénoïde de rayon A qui est entouré autour d'un noyau ferromagnétique de perméabilité mu et de conductivité sigma. Donc, on va voir pourquoi c'est important la conductivité plus tard pour les courants de Foucault. Euh, le solénoïde a N tours à une longueur L et le courant qui est injecté dans le fil, c'est un courant alternatif de fréquence angulaire oméga donc, et d'amplitude I0. La question qu'on va se poser dans ce problème ici, c'est quelle est la puissance dissipée par les courants de Foucault dans le solénoïde? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des courants de Foucault dans le solénoïde? On a vu ensemble que quand on a un champ magnétique ou un flux magnétique qui varie dans le temps, on va produire un champ électrique non conservatif qui va lui-même produire une FEM, une force électromotrice. Et si il y a un matériau conducteur dans la région où il y a un champ électrique induit, bien, dans ce matériau-là, il va y avoir des charges libres qui vont se déplacer et qui vont faire donc des courants. Et c'est ça qu'on appelle des courants de Foucault. Donc ici, par exemple, on a notre solénoïde qui produit un champ, donc si on néglige les effets de bord, un champ vertical. Et ce champ-là oscille dans le temps au même rythme que le courant I de t. Donc, il varie dans le temps. Si je prends une surface ici, donc par exemple une boucle du solénoïde, le flux qui traverse cette boucle-là varie donc aussi dans le temps. Et ça veut dire qu'il va y avoir un champ électrique induit qui va faire lui aussi des boucles. Okay? Le sens du champ induit va s'opposer euh, au courant qui est dans le solénoïde. Et là, pas au courant, mais en fait à l'augmentation ou à la diminution du courant. Et donc ce champ-là crée une FEM, ce champ électrique-là induit crée une FEM qui crée des courants dans le matériau. Et ces courants-là, parce qu'ils existent, vont dissiper une certaine puissance par effet Joule. Pourquoi c'est important d'étudier ça? Bien parce que si on veut utiliser cette bobine-là, ce solénoïde-là, avec un noyau ferromagnétique dans un circuit, okay, pour une application quelconque, que ce soit un filtre ou autre, bien, il va falloir en tenir compte du fait qu'il va y avoir des courants dans le cœur et que ces courants-là vont dissiper une certaine puissance. Donc, en fait, quand on va modéliser comment on dirait ça, un solénoïde réel dans un circuit, si on est à assez haute fréquence, va falloir tenir compte du fait qu'il y a des pertes d'énergie en mettant une résistance en parallèle avec l'inductance L du solénoïde. Donc, si on est capable de calculer cette puissance-là dissipée, bien, éventuellement, on est capable de modéliser ces pertes-là ohmiques par une résistance appropriée. Alors, on va sur la tablette pour résoudre l'exercice. Vous avez ici à droite, donc j'ai une reproduction de mon cylindre, rayon A, perméabilité mu, ici, conductivité sigma, longueur L. On a un courant qui parcourt ici vers la droite et qui boucle autour du noyau, qui a donc N tours de fil enroulé. On va faire la même hypothèse que d'habitude, soit que la longueur du solénoïde est très longue, très grande par rapport aux autres dimensions pour négliger les effets de bord dans ce problème-ci. Je vous rappelle ce qu'on cherche, la puissance dissipée par les courants de Foucault dans le noyau. Alors, quelle sera la stratégie de résolution? Bien, dans un premier temps, comme on l'a dit tantôt, il y a des courants de Foucault parce qu'il y a un flux magnétique qui varie, il y a un champ B qui varie. Donc, on va commencer par trouver le champ B dans le solénoïde. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va prendre, comme on l'a déjà fait au chapitre 7, le théorème d'Ampère, plus le fait que B est égal à mu H. Okay, donc le théorème d'Ampère permet de trouver H, et la relation B est égale mu H permet de trouver B ensuite. Ensuite de ça, on va se demander, j'ai un champ B qui varie, j'ai un flux magnétique qui varie, mais quel sera le champ électrique E qui va être induit dans le noyau, dans le cœur
du solénoïde. Et ça, on va trouver ça en appliquant donc la troisième équation de Maxwell. Et enfin, une fois qu'on aura ça, on va pouvoir calculer la puissance P de T. Donc, vu que le champ E dépend du temps, la puissance va dépendre du temps aussi. Donc, la puissance dissipée. Et pour faire ça, on va remonter au chapitre 4 sur les conducteurs, où est-ce qu'on avait vu que la puissance dissipée était égale à l'intégrale sur le volume de sigma E carré dV. Voilà. Donc, ce sera la stratégie de résolution à suivre. On va faire chacune de ces trois étapes-là en expliquant chacune d'elles. Donc, on commence. Pour trouver le champ B à l'intérieur du solénoïde, je vais y aller quand même rapidement parce que c'est un processus qu'on a fait souvent depuis le chapitre 7. Donc, on a un solénoïde infini, très long. On prend la règle à main droite. Le courant ici sort de la page, entre à droite. Donc, si j'enroule dans le sens du courant, j'obtiens pour cet instant-ci un champ qui serait vertical et vers le haut. Donc, c'est un champ qui est vers le haut quand le courant sort à gauche, entre à droite. Mais on se rappelle que le courant varie dans le temps ici. On a I de t qui est I0 sin oméga t. Donc, ça veut dire que si j'attends un petit instant après, ça se peut que le courant sorte de la droite et entre vers la gauche. Et à ce moment-là, j'aurai un champ H vers le bas. Okay? Donc, je le dessine vers le haut pour être cohérent avec mon dessin, mais il faut comprendre que tout ça, c'est dynamique, ça bouge dans le temps. Donc, comment est-ce que je sais que le champ est vertical? Ben, c'est un argument de symétrie. Donc, la symétrie nous permet de dire que H de t, il a simplement une composante Z, HZ, comme ceci, selon Z chapeau. Donc, je peux mettre mon axe Z chapeau. Et ça, c'était dû à la symétrie. Si je prenais deux éléments de courant symétriques, puis je prenais le point ici, ben, cet élément de courant-là fait un champ comme ceci, et l'autre fait un champ comme cela. Donc, j'avais un champ qui est purement vertical. Ensuite de ça, pour trouver vraiment l'amplitude du champ, on prenait le théorème d'Ampère. Donc, l'intégrale sur un contour fermé de HdL égale le courant qui traverse ce contour-là. Je vous rappelle que à l'extérieur du solénoïde, on avait vu que le champ H était nul parce que le solénoïde était considéré comme infiniment long. Et donc, je peux prendre, comme d'habitude, un contour d'Ampère qui traverse l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ce contour-là a une hauteur delta Z et je le parcours ici en sens horaire. Quand je vais calculer l'intégrale de HdL, il y a seulement ce côté-là qui va contribuer parce que H est parallèle au parcours en mauve. Les trois autres côtés, l'intégrale va être nulle parce qu'ici, on a H qui est perpendiculaire au contour et ici, on a H égale 0. Donc, l'intégrale donne ici Hz qui dépend du temps fois delta Z. Et le courant ici qui est dans la boucle, pour le calculer, ben, on va prendre la densité de fil par mètre. Donc, je vous rappelle ici, là, souvenir, rappel. Donc, petit n, qui est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, des tours par mètre. Donc, petit n fois le courant. En fait, on va faire attention, je vais aller dans l'ordre. Donc, petit n delta z, ça c'est le nombre de fils dans la hauteur ici delta z. Et chaque fil a un courant I de t. Donc, les delta z s'en vont. Et ce qu'on trouve, c'est que donc H, je l'écris en vecteur en reprenant le fait qu'il a seulement une composante selon Z. Donc, H égale Hz de t. Donc, N, petit n I de t. Je remplace par l'expression, ça nous donne petit n I0 sin oméga t selon Z.
Donc on a le champ H ici, et ce champ H-là, comme on le voit ici, varie dans le temps. Donc parfois il va être vers le haut, parfois il va être vers le bas. Si on veut le champ B, ben B égale mu H dans les matériaux magnétiques. Donc on peut dire que B de T égale mu N I0 sin de oméga T selon Z. Comme ceci. Donc voilà. Ensuite de ça, une fois qu'on a B de T, on peut trouver le champ E de T qui est induit par la variation du champ B. Donc j'ai redessiné en bas le noyau, j'ai enlevé les fils du solénoïde parce que maintenant on se concentre vraiment sur le noyau. Donc on a les lignes de champ B qui sont parallèles à celles du champ H qu'on a dessiné plus tôt. On a la longueur L, le rayon A du noyau. À quoi va ressembler le champ E? OK? Ben, le champ E, regardez ce qu'on va faire. On va prendre ici une surface en forme de disque. OK? Cette surface-là, elle est traversée par les lignes de flux. Ces lignes de flux-là, bon, parfois sont vers le haut, après ça, d'autres fois sont vers le bas. Et donc, le flux magnétique, je vous rappelle la définition du flux, là. Je pourrais peut-être l'écrire ici en petit. Le flux magnétique, intégrale de B ds. Ce flux-là varie dans le temps. OK? L'équation de... La troisième équation de Maxwell, je l'écris ici. Comme ceci, donc Maxwell nous dit que l'intégrale sur une courbe fermée de E dl égale l'intégrale sur la surface qui est renfermée par la courbe de, oups, j'ai oublié quelque chose d'important, égale à moins la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur cette surface-là enfermée par la courbe, C de B ds. Okay, donc on se rappelle que ça, c'est simplement moins la variation par rapport au temps du flux magnétique, et ça, c'est la FEM. Donc on le voit, si je prends une surface ici, comme ceci, un disque perpendiculaire aux lignes de champ B, ben, c'est quoi le contour qui est associé à cette surface-là? Ben, c'est, je pense on va y aller comme ça, donc ça c'est la surface, et le contour, c'est simplement l'extrémité du disque. Donc ça, ce serait C. Et donc par symétrie, on voit que nos lignes de champ E induit vont suivre ces contours-là circulaires autour de l'axe du noyau. Donc la symétrie nous permet de dire que le champ induit va avoir seulement une composante selon phi. En fait, phi chapeau. Donc, si on se met en coordonnées cylindriques, là, je vous rappelle que, par exemple, si je me mets au point ici, je vais le mettre en rouge, voilà. Je me mets au point là, ben, j'ai un vecteur rho chapeau comme ça, j'ai un vecteur phi chapeau qui est tangent. OK? Donc, ces deux vecteurs-là sont dans le plan du disque. C'est sûr que mon rho chapeau a de l'air dans la même direction que Z chapeau, mais c'est pas ça que ça veut dire. Là. Donc, rho chapeau est dans le plan du disque et phi chapeau est tangent au cercle. Alors, on y va, on fait le calcul. E, par symétrie, va être uniforme sur le contour C en vert. Va être uniforme. Donc, je peux sortir de l'intégrale. Et ça va me donner ceci. Aussi, vu que E est parallèle à DL, tangent au cercle, je peux directement dire que c'est E de T, la composante de selon phi de E, fois la circonférence du cercle de rayon ρ. Donc ici, je suppose que mon petit cercle de ma surface, comme ça, a un rayon ρ. Et là, je peux écrire ça parce que E, donc le module, donc E phi de T, uniforme sur C. OK? L'autre chose que je peux écrire pour la partie droite de la troisième équation de Maxwell, c'est que je vais supposer que mon champ B est uniforme
sur le disque, sur la surface S. Ça, ben, on le savait déjà parce qu'on a fait l'hypothèse que le solénoïde est infiniment long. Donc, ça veut dire que je peux écrire moins la dérivée par rapport au temps. Et là, l'intégrale, ben, le produit scalaire, vu que B est perpendiculaire à la surface, ben, le produit scalaire disparaît. B est uniforme, je peux le sortir de l'intégrale et j'obtiens simplement donc B, le module de B, donc BZ, fois ds. Mais ds, en fait, qui va être la surface du disque. Donc, la surface du disque, c'est pi rho carré. Donc, voilà. Je vais réécrire la partie gauche, qui ne change pas. Donc, E phi fois 2 pi rho égale moins la dérivée de bz pi rho carré. Je vais réécrire tout ça, moins la dérivée par rapport au temps de bz, on a vu que c'était mu n I0 sin oméga t fois pi rho carré. Qu'est-ce qu'on voit? Le seul terme qui dépend du temps ici, donc le temps qui est là, le seul terme c'est sin oméga t. Donc tout le reste, je peux le sortir. Aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un rho ici, il y a un rho carré là, donc je peux enlever ça. Il y a aussi pi là, pi ici. Donc avec toutes ces simplifications-là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir E phi de t qui est égal. Si je dérive la partie à droite, ben, toutes les constantes, je les sors. Moins mu n I0 rho. Quand je dérive sin oméga t par rapport au temps, ben, je dérive le sinus, ça me donne cosinus. Et après ça, je dérive l'intérieur par rapport au temps, ce qui me donne oméga. Donc, j'ai oméga cos oméga t. Et le 2 qui était ici, je vais diviser par 2 de chaque côté, donc j'obtiens divisé par 2. Donc, si je réécris tout ça avec des vecteurs, j'obtiens que E de t, c'est égal à moins mu n I0 rho oméga cos oméga t, tout ça sur 2, fois phi chapeau. Alors, on vient de trouver que justement notre champ électrique comme ceci, E de t, fait plein de petites boucles à l'intérieur du noyau, comme ça. Et ce champ E, sa direction, il peut tourner soit en sens horaire, soit en sens anti-horaire, selon le temps. Donc, selon, en fait, la variation de flux magnétique, on le voit ici. Donc, le E de t, son signe va changer selon la valeur du cosinus ici. Ce qui est intéressant du champ E, c'est que son module il est proportionnel à la fréquence. Donc, plus on fait varier le courant rapidement, plus le champ E, son amplitude va être grande. Donc, si on est dans les hertz, ben, ce champ-là va être plus petit que si on est dans les mégahertz, par exemple. Et ce champ-là, ben, à l'intérieur, en fait, il est proportionnel à ρ. Donc, plus on est proche de l'axe du cylindre, proche du centre, il est nul, et plus on s'éloigne, plus le champ augmente. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer la puissance dissipée par les courants de Foucault, par ce champ électrique-là dans le matériau conducteur. Alors, on a vu que la puissance est égale à l'intégrale sur le volume du matériau conducteur de sigma E de t au carré sur le volume. On va expliciter l'intégrale. Donc, c'est l'intégrale dans un volume à 3 dimensions. Il va y avoir 3 intégrales. Une sur z, une sur phi, une sur rho, parce qu'on est en coordonnées cylindriques. Je vais réécrire sigma et E tout de suite. Donc, E au carré, le moins disparaît. Ben, je vais mettre quand même moins mu n I0 rho oméga cos oméga t divisé par 2, comme ceci. On met tout ça au carré. Et l'élément de volume, annexe 4, c'est ρ des phi, pas des v, mais des z. Pour les bornes, ben, je vous ramène en haut ici, sur l'image du solénoïde. Donc, z va aller de 0 jusqu'à L. L'angle va aller de 0 jusqu'à 2π. Et le rayon va aller de 0 jusqu'à A.
Alors z de 0 jusqu'à L, phi de 0 jusqu'à 2pi, et rho de 0 jusqu'à A. Donc, on évalue. Je vais sortir tout ce qui ne dépend pas des variables d'intégration. Donc, en fait, vous voyez que la seule variable d'intégration, c'est rho, ici, qui s'en va avec rho des rho. Et après ça, des phi des z, ces variables-là n'apparaissent pas. Donc, les intégrales ne seront pas compliquées à faire. Ce qu'on a, ça veut dire qu'on a sigma fois mu n I0 oméga, comme ça, divisé par 2, au carré, fois cos oméga t, tout ça au carré. Et après ça, j'ai les intégrales. Donc, j'ai l'intégrale de 0 à L de dz, fois l'intégrale de 0 à 2pi de dφ, fois l'intégrale de 0 à a de rho au carré fois rho d rho. Donc, ça fait donc rho 3 d rho. Alors, je réécris ceci. Sigma mu n I0 oméga sur 2 au carré cos carré oméga t. L'intégrale selon z, elle vaut L. L'intégrale selon phi, elle vaut 2pi. Et l'intégrale selon rho, donc, c'est rho 4 sur 4 évalué entre 0 et a, ce qui donne donc A4 sur 4 moins 0. Je vais donc remplacer tout de suite par A4 sur 4. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? J'ai le 2 avec le 4, donc ça va devenir une demi. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui se simplifie, donc on va réécrire le résultat final tout simplement. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Je vais essayer de l'écrire d'une façon qui a le plus de sens possible. Donc on va avoir sigma fois mu n I0 au carré. Je divise par 2 au carré qui fait 4, et il y a le 2 en rouge, donc ça fait 8. Après ça, j'ai pi A4L. Après ça, j'ai oméga carré cos carré oméga t. Comme ceci. Donc, je pense n'avoir rien oublié. Et donc ça, c'est notre puissance qui dépend du temps. C'est ce qu'on nous demandait de calculer. Donc, cette puissance qui est en watts. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la puissance, elle est proportionnelle à la conductivité. Donc, plus le métal est conducteur, plus cette puissance-là, elle est dissipée, elle est grande. On s'y attend un petit peu. Évidemment, proportionnelle au carré de l'amplitude du courant qui passe dans le solénoïde. Proportionnelle au carré de la fréquence. Donc, la fréquence, je disais tout à l'heure, c'est important. Donc, si on double la fréquence, on quadruple la puissance qui est dissipée. L'autre chose qui est surprenante, peut-être à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que proportionnel à A à la 4. Donc, A, c'est le rayon du cylindre. Donc, si je double le rayon du cylindre, la puissance dissipée va être multipliée par 2 à la 4, donc par un facteur 16. Ça, c'est une dépendance extrêmement non linéaire. On va en parler tantôt, quel genre d'impact ça a sur la conception des noyaux dans les transformateurs, par exemple. Pour terminer, j'aimerais juste ça vous montrer que la puissance qui est ici, si on la trace en fonction du temps, comme ça, la puissance, justement, va dépendre du temps. Donc, elle dépend avec un cos carré. Ça veut dire qu'au temps égale 0, elle est maximale. Okay? Donc, si on prend tout le terme qui est devant le cos carré, puis qu'on appelle ça P0, la valeur, on a une valeur plutôt ici de P0. Et après ça, on va avoir quelque chose comme ceci. Donc, une puissance qui va décroître à 0 quand on va arriver à la période sur 4, qui va redevenir maximale quand on va être à la demi-période, redescendre à 0 aux 3/4 de période, etc. Okay? En pratique, ce qu'on pourrait faire, c'est définir une puissance moyenne. Donc, on pourrait intégrer la puissance sur un cycle et diviser la somme, l'intégrale, par la longueur d'une période, la durée d'une période, et ce serait une puissance moyenne. Et de cette façon-là, on pourrait montrer, là, juste pour compléter, on pourrait montrer que la puissance moyenne
OK? C'est égal à P0 sur 2. Donc, je vous laisse le démontrer, mais c'est un petit calcul. Mais donc, on aurait ceci. Voilà. Pour la suite, j'aimerais conclure avec, si on revient ici aux diapositives, j'aimerais ça conclure sur le résultat qu'on vient de trouver. Donc, voici le résultat qu'on a trouvé ensemble. Deux choses. Quand les ingénieurs conçoivent des instruments, des appareils qui ont besoin d'avoir des solénoïdes avec des noyaux à l'intérieur, donc ça peut être des transformateurs entre autres, ce qu'on peut faire pour réduire les pertes par courant de Foucault, c'est de réduire évidemment la conductivité du matériau qu'on prend pour faire le cœur. Donc, il faut se rappeler que les cœurs, ce sont des matériaux ferromagnétiques. Donc, on veut avoir mu élevé quand même pour avoir une bonne concentration du flux magnétique. Mais il existe certains matériaux qui ont quand même un mu élevé, mais qui ont un sigma un peu plus faible. Donc, c'est le cas de la ferrite. Donc, quand on prend des noyaux de ferrite, on réussit à diminuer la conductivité et donc la puissance dissipée par courant de Foucault. Il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on a de la puissance qui est dissipée de cette façon-là, c'est de la chaleur qui est émise, donc c'est l'énergie qu'on a perdue. Donc c'est une efficacité qu'on perd. Et finalement, on va dire une application qui est très intéressante, c'est que sigma, ce n'est pas le facteur qui est le plus facile à modifier. Donc, trouver un matériau avec la bonne conductivité et la bonne perméabilité, c'est pas facile. Par contre, on peut jouer sur la géométrie. Le A à la 4 ici, là, dont je parlais tout à l'heure, il est hautement non linéaire. Si on réussit à diminuer ce A-là, on va avoir un grand impact sur la puissance qui est dissipée. Puis une façon de faire ça, c'est au lieu de faire des cœurs avec juste un gros bloc de matériaux, une grosse pièce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire les transformateurs en prenant plein de feuilles minces et on va pas les laminer, mais les superposer, ce qu'on appelle donc des noyaux laminés. Donc, plein de petites feuilles qu'on va coller une sur les autres. Et ça va faire que les boucles de courant de Foucault à l'intérieur, au lieu de prendre tout le volume, elles vont être confinées dans chacune des couches du noyau qui est laminé. Okay? On pourrait se dire, oui, d'accord, les boucles de courant prennent encore tout le volume du noyau, sauf que ici, on vient de réduire une des dimensions des boucles. Donc, vous voyez, là, les boucles sont très, très minces. Et ça va venir diminuer le A ici, qui était le rayon de notre solénoïde tout à l'heure, mais qui pourrait être une des dimensions de la boucle ici. Et en réduisant ça de façon très, très grande, bien, on réussit à impacter de façon très significative la puissance. Donc, on réduit les pertes par courant de Foucault, on réduit les pertes dues à la chaleur et donc on a des plus grandes efficacités dans nos transformateurs pour les réseaux électriques. Voilà, portez-vous bien.